Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mimi Diassin, comme l'a introduit M. Tacné, et je vais brièvement vous présenter une méthodologie pour la prise en compte des incertitudes dans l'évaluation de la durabilité des stratégies de gestion des risques d'origine naturelle. Et cette présentation sera illustrée par une application à la gestion des risques liés aux inondations, en précisant bien sûr que le cas d'application n'est pas est plus à une visée illustrative. Donc, alors le contexte, c'est que de nos jours, la gestion durable des risques est une approche pluridisciplinaire émergente qui est dictée par le développement durable. Et pour sa mise en œuvre opérationnelle, on a besoin d'outils adéquats et l'évaluation de la durabilité des stratégies de gestion envisagées est un des outils possibles. Malheureusement, le constat est que dans la littérature, les critères et indicateurs d'évaluation sont rarement précisés et les procédures d'évaluation de la durabilité n'est pas toujours définie. Donc, le premier travail que nous avons fait, c'était de proposer une grille d'évaluation et donc une procédure d'évaluation également, en partant du fait qu'on pourrait avoir des indicateurs de nature qualitative ou de nature quantitative. Donc l'évaluation est relative et se fait à plusieurs échéances temporelles. Toutefois, dans le contexte actuel, il urge de prendre en compte les incertitudes sur les résultats des évaluations, quel que soit le domaine où on fait les évaluations, avant de prendre une décision, parce que ces incertitudes sont de différentes sources et ils impactent la prise de décision. Donc, nous nous sommes dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? On a constaté, toujours dans la bibliographie, que soit les incertitudes sur les données d'entrée qui nous intéressaient dans cet aspect étaient soit traitées de façon probabiliste ou possibiliste, et avec un accent porté sur l'approche probabiliste. Néanmoins, actuellement, la prise ou bien les problématiques de gestion des risques naturels ne peuvent pas tous être traités dans une logique totalement probabiliste. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas combiner les deux approches? C'est pour ça que notre constat nous a amené à proposer une méthodologie pour caractériser les incertitudes sur chaque donnée d'entrée et propager ces incertitudes dans la procédure d'évaluation que nous avons proposée. Et la dernière étape le dernier objectif de la méthodologie, c'était de pouvoir analyser la variabilité du classement des stratégies de gestion en tenant compte des incertitudes sur leur durabilité globale. Pour cette première version, l'idée était que la méthodologie devait être facile à comprendre et simple à mettre en œuvre. Bon, on a essayé. Donc, la méthodologie, comme on avait vu tout à l'heure, la procédure qu'on a proposée, elle est en 4 étapes. Donc, on part de paramètres pour aller aux indicateurs. Donc, lorsque les indicateurs sont de nature quantitative, on part directement des indicateurs qualitatifs. Alors, l'étude de cas illustrative que nous avons, c'est la gestion des risques liés aux inondations à Dieu-Loire. Donc, on avait 3 stratégies, en prenant comme le statu quo la stratégie de référence. C'est par rapport à cette stratégie que les 2 autres vont être évalués. Donc, le statu quo suppose qu'on ne fait rien par rapport à l'aléa, par rapport à la vulnérabilité du bâti existant. La stratégie 1 envisage de construire des logements en zone inondable, tout en installant aussi des entreprises dont les activités sont peu sensibles à l'eau, alors que la stratégie 2, en plus d'installer des aménagements en zone inondable, obligeait toute la population en zone inondable à protéger sa maison avec des bâtards d'eau. Pour l'étape 1, on avait dit que c'était l'approche probabiliste qui était appliquée. Donc, il fallait quantifier les incertitudes. Donc, ça peut se faire par plusieurs modalités, en fonction de la littérature ou en faisant des analyses statistiques. Les données obtenues sont soit sous forme d'ensemble
ou d'intervalles ou de lois statistiques de différentes formes. Ces incertitudes sont ensuite propagées dans le calcul à travers les simulations Monte-Carlo. On a les bornes des intervalles ou alors les valeurs individuelles de l'ensemble et on fait tourner des simulations. On fait un minimum de 1000 tirages pour pouvoir déterminer la plage de valeur de l'indicateur, de la performance de l'indicateur quantitatif incertain. Donc, on a eu plusieurs formes, donc soit des formes triangulaires ou bien normales. Voici un exemple. Donc, l'indicateur impact sur la vulnérabilité physique a trois. Voilà. L'indicateur impact sur la vulnérabilité physique a trois paramètres qui lui sont associés. Donc, les chiffres qu'on a ici proviennent pour les deux premiers paramètres d'un simulateur de dommages que nous avons développé au sein du laboratoire pour estimer les dommages liés aux inondations. Donc, et après, bon, le troisième paramètre, ce sont des hypothèses de travail. Donc, voilà, on part des valeurs incertaines des paramètres pour aboutir à la performance incertaine au niveau de l'indicateur. Et voilà ce qu'on obtient comme histogramme de répartition après le tirage Monte-Carlo. Là, dans cette situation, on pourrait dire que l'indicateur, la performance de l'indicateur peut être ajustée à une loi uniforme. L'étape 2, c'est la détermination des incertitudes sur les performances des indicateurs qualitatifs. Là, dans ce cas, on s'est dit que les indicateurs qualitatifs provenaient de dires d'experts. Donc, pour nous, les experts, c'était les personnes ressources appartenant aux différentes classes de parties prenantes dans la gestion des risques naturels. Bon, on les appelle experts parce qu'on suppose qu'ils connaissent les réalités de leur territoire et ils pourraient donner des valeurs qu'ils escomptent du moment où on était dans une logique de concertation. Donc, les plages de valeurs que ces experts nous donnaient, nous les avons formalisées sous forme de distribution de possibilités triangulaires, puisqu'on était parti sur l'adoption d'une approche de logique floue. Donc, ensuite, on avait fait une fusion. Déjà, on prend plusieurs experts pour avoir le plus d'incertitudes possible. Donc, on fait une fusion conjonctive donc, pour déterminer Donc, on fait une fusion conjonctive donc, pour déterminer le support de l'intervalle de synthèse et une fusion disjonctive pour déterminer le noyau. Après, s'il y a besoin, on normalise. Et la propagation des incertitudes sur la performance des indicateurs qualitatifs se fait donc par l'arithmétique de la théorie des intervalles qui permet de faire, par rapport à l'approche de calcul proposée, une différence entre les intervalles de valeurs associées à chaque coupe, alpha coupe qu'on aura décidé d'utiliser. Donc, la troisième étape, c'est de combiner les indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, pour passer au niveau des critères. Là, on combine donc une approche possibiliste et une approche probabiliste, et on obtient alors des distributions de possibilités. Là, ici, par exemple, on voit qu'il y a 5 indicateurs qui vont à un critère. L'indicateur I7 et I11 sont considérés quantitatifs, donc on a utilisé une approche probabiliste. Et les 3 qui sont à l'intérieur proviennent de dires d'experts, donc c'était une approche plutôt logique floue. La dernière étape, c'est la détermination des incertitudes sur la durabilité globale. Et ça suit la même logique que l'étape 3. Donc ici, on voit que les 2 stratégies qu'on a comparées, sur S1, l'incertitude est plus faible que sur S2. Et on voit aussi un chevauchement, ce qui veut dire que possiblement, sur la zone de chevauchement, les 2 stratégies peuvent être soit identiques, soit passer meilleures ou moins meilleures que l'une que l'autre.
Alors, selon que l'on choisit une valeur donnée, on pourrait prendre des décisions qui ne seraient pas robustes, ou bien on pourrait avoir des classements qui ne seraient pas robustes. Si le décideur prend une attitude pessimiste, donc S1 serait plus durable que S2, ben, s'il prend une attitude prudente en disant que je me mets au milieu de l'intervalle de confiance sur lequel je travaille, donc les deux sont presque identiques, en position optimiste, S2 devient meilleur que S1. Et quand on fait une évaluation avec des données que nous avions supposées au départ déterministes, S1 est meilleur que S2. Donc, on voit bien qu'il y a une variabilité des classements selon l'attitude du décideur. Donc, ce que nous avons tiré comme enseignement de cette première version de la méthodologie, c'était qu'il y a une influence avérée des incertitudes relatives aux données d'entrée sur le classement des stratégies de gestion. Nous avons vu qu'on pouvait avoir un cadre formel pour guider la prise en compte des incertitudes sur les données d'entrée dans l'évaluation de la durabilité des stratégies de gestion des risques naturels. On en a démontré la faisabilité, et surtout par rapport à notre vision de combinaison des formalismes possibilistes et probabilistes. Alors, les travaux futurs, c'est d'étendre les applications pour voir les limites de la méthodologie proposée. On a un travail sur l'application de la méthode de l'AHP floue, parce qu'à partir des critères, on pourrait directement utiliser l'AHP floue, et c'est un travail en cours. Et donc, voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Merci. Merci.